Pourquoi personne ne regarde? Bah parce que tu vas chez moi, il y a le match. Bonjour Amal. Ah merde. Ah, parce que là on est en direct. Ouais, tu peux attendre. Attends 2 secondes que les gens y viennent. Bon ben. Bonjour à tous. Bonjour Amal. On est à la veille du verdict. Tu te sens comment? Je me sens comment? Je me sens... Voilà, je sais pas quoi dire en fait. C'est... Il y a des éléments qui ont pu encore ressortir, encore une fois, et se rendre compte des contradictions, du mensonge et du corporatisme qui peut exister au sein même de la police. Donc on l'a bien vu, entre les experts qui ne sont pas objectifs, qui se basent sur des éléments qui n'ont rien à voir ou sur des mensonges et qui se rendent même pas compte qu'ils se sont basés sur des mensonges. Donc voilà, donc ça a été rappelé par le président, c'est très bien. Je note que le président n'a pas la même attitude que le premier président Jean-Marc Keller à la cour d'assises de Bobigny. Peut-être que ça va changer les choses, peut-être pas. En tous les cas, au final, la décision revient au juré. On verra bien. Il y a eu l'audition du procès Saboudjian ce matin. Il a été assez malmené par le juge qui lui a posé des questions effectivement qu'on n'avait pas entendues l'année dernière. Comment t'as ressenti ça? Oui, je note qu'il y a une différence de traitement vis-à-vis de ce policier qui ne bénéficie plus des privilèges qu'il avait eus au départ à cette cour d'assises de Bobigny, qu'aujourd'hui c'est différent, qu'on est en quête de vérité et de justice vraiment, et que c'est quelque chose d'étonnant. Et peut-être qu'il va y avoir un changement, mais je préfère pas me prononcer et pas me donner de faux espoirs. En tous les cas, voilà. Au moins on serait battu jusqu'au bout. Comment tu te sens quand le policier Damien Saboudjian fond en larmes? Est-ce que tu vois ça... Est-ce que tu penses qu'il est sincère ou est-ce que tu vois ça comme une manipulation de sa part et il essaie plutôt, à chaque fois qu'il y a des questions qui sont un peu trop gênantes, donc il se met à craquer. Toi, comment tu le vois? Je pense qu'il doit certainement pleurer sur son sort, qu'il n'a aucune empathie ni pour la victime qui était mon frère, Amine Bentounsi, et aucune empathie pour la famille, aucune empathie pour les circonstances de la mort de mon frère, comment ça s'est passé, aucune remise en question. Il y a presque une espèce de postulat qu'il a depuis le départ, et il n'en démord pas en fait. Presque que rien ne peut lui arriver et qu'on doit croire sa parole sur parole, et voilà. J'ai une question. On a entendu, donc il y avait une enquête de personnalité aujourd'hui faite par une experte, et elle revenait sur le fait que Amine Bentounsi était le premier prisonnier, enfin le plus jeune prisonnier de France. Il a été incarcéré pour la première fois à 13 ans. Je sais que tu as beaucoup parlé des liens avec Jean-François Copé, Emo et cette incarcération. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, Amine a été incarcéré, ça a été le premier jeune prisonnier de France. Donc à partir de là, je me dis, on ne choisit pas son parcours. À 13 ans, on lui a imposé un parcours. Un parcours qui a été le sien par la suite, effectivement. Mais c'est pas parce qu'on a ce parcours-là, c'est pas parce qu'on a été tué d'une balle dans le dos et qu'on doit utiliser son passé judiciaire pour justifier ce qu'il a vécu et le fait qu'il ne soit plus là aujourd'hui. Effectivement, à l'époque, il avait brûlé une poubelle qui avait pris feu à côté d'une crèche. Donc ça a été considéré comme un incendie criminel. C'est une incarcération qui l'a marqué à vie, puisque quelques années, il m'en reparlera plus tard, il me dira qu'il a été parmi les loups, des voyous, des violeurs, et qu'il n'a pas compris, et que quelque part, ça a forgé la personnalité qu'il avait au moment où je lui parlais. Et à 17 ans, alors qu'il n'était pas encore majeur, où il avait été soudoyé par un commissaire à l'époque qui s'appelait, il y avait Nelly Delbos qui est Tirevert, l'inspecteur Tirevert, qui à ce moment-là avait soudoyé mon frère pour lui faire signer de faux procès-verbaux qui
qui visait Jean-François Copé, comme quoi c'était Jean-François Copé qui brûlait, qui le payait pour brûler les voitures à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi fait que la police était à sa recherche constamment, parce que quand les faits ont été révélés à ce moment-là, puisqu'il m'en avait parlé et que toute la presse s'en était emparée, l'histoire des voitures brûlées de Meaux, bien évidemment que un commissaire, un inspecteur ont été mis en cause à ce moment-là, et du coup, oui, ils ont été virés, ils ont été mutés, puisque ils touchaient à quelqu'un de politique. Donc là, c'était pas un petit voyou qui touchait, mais c'était quelqu'un de politique via mon petit frère, donc à qui il demandait de garder le silence et de lui demander de signer de faux procès-verbaux qui sortiraient au moment des élections. Donc ça fait aussi partie du parcours de mon frère. Et que si mon frère a subi autant cette répression policière, c'est aussi c'est un des facteurs, c'est pas le seul, mais c'est aussi un des facteurs qui a fait que mon frère, on a été sans pitié avec lui, puisque à ce moment-là, il a dénoncé un commissaire et un inspecteur qui voulait le faire signer de faux procès-verbaux. Et donc du coup, après, c'est tout le commissariat. Tout le commissariat, Amine était vu comme le loup blanc de la cité. Et forcément, on lui a pas fait de cadeau. Donc quand on le retrouvait, qu'il ait des choses ou pas, eh ben, c'était le bon client. Donc il repartait au trou, d'où le peu de temps qu'il avait entre la peine et la sortie, et puis les incarcérations qui ont suivi. En tous les cas, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je vais en parler tout à l'heure à 14h30, parce que bon, ça sert à rien de reparler de l'âge de 13 ans. Oui, effectivement, ça a été le plus jeune prisonnier de France, qui a eu une erreur à ce moment-là, que j'avais interpellé le juge à cette époque, où je lui avais dit: vous faites une grosse erreur, mon frère il a que 13 ans, vous êtes en train de lui briser sa vie, vous êtes en train de le tuer, vous êtes en train de tuer sa jeunesse. On m'a pas entendu à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, 30 ans plus tard, on en est là. Mon frère n'est plus là, effectivement. Il n'a pas choisi son parcours, on lui a imposé à l'âge de 14 ans. Justement, qu'est-ce que vous pensez des tentatives de criminalisation de votre frère? Pour aller vite, en gros, certains disent que parce que ça a été un délinquant, ouais, il mérite de mourir un peu. Si en fait on peut aller vite, c'est un peu ce qui a été dit. C'est quelque chose de récurrent en fait. Qu'il soit délinquant ou pas, c'est pas la question en fait. À partir du moment où on meurt entre les mains de la police, admettons que si ça avait été quelqu'un sans casier judiciaire, on lui aurait trouvé quelque chose. Un jet de pierre, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut le savoir, à partir du moment où on meurt entre les mains de la police, vous devenez coupable à titre posthume. C'est-à-dire qu'il y a un tel corporatisme qui existe au sein même de cette police, qui se soutient bec et ongle et qui jamais dénonce les faits et les mensonges des uns et des autres. Donc du coup, à la limite, on ne peut même pas en vouloir à la justice, parce que la justice, elle est là pour instruire des dossiers. À la limite, à qui on en veut, c'est à ceux qui sont derrière les manettes. Là, on l'a entendu, on a eu une démonstration où on apprend que ce policier a été reçu par le préfet, par le ministre de l'Intérieur, par le président. Vous vous rendez compte, quand même, on nous parle d'état de droit, on vit dans un autre monde, là. C'est presque un film là, qu'on est en train de vivre. C'est un procès emblématique, il faut venir, quoi. C'est pas possible. Et justement, sur cette question, on a entendu le juge qui a vraiment interrogé, qui a insisté sur ces faits auprès du policier Saboudjian, où il lui disait, on entendait donc sur les écoutes le policier dire: mais de toute façon, je suis policier, je suis syndiqué, je suis couvert par l'administration, et maintenant qu'il s'est passé ça, je claque des doigts et j'obtiens une promotion. Mais c'est ça. Mais dans toutes les affaires, vous noterez dans toutes les affaires de crimes policiers, celle de Wissam El Yamni, celle de Laoussine Aïkingar, celle de Abdoulaye Camara, celle de à chaque fois, les policiers ont une promotion. Ils obtiennent des promotions. C'est presque des trophées en fait qu'on leur donne. Donc, qu'est-ce qu'on doit? Oui, des médailles. Et qu'est-ce qu'on comprend à ça? Qu'est-ce qu'on comprend? Donc forcément que ça a des conséquences. Ça a des conséquences que des policiers continuent à se sentir au-dessus des lois et continuent dans cette violence, dans ce mépris de la société, des règles de loi qui existent, qui sont applicables à tous, et ils se sentent au-dessus des lois. C'est exactement ça. Vous avez vu sur le ton arrogant
de la façon dont il parle aux jurés, au procureur, au président, c'est presque limite. Il sait qu'il va rien avoir, quoi. Donc, imaginez-vous un délinquant qui vient et qui parle comme ça à un procureur ou à un président. On va tout de suite le remettre à sa place. On va lui dire, hep, toi tu te tais, t'es accusé pour l'instant. C'est nous qui posons les questions. C'est nous qui faisons le procès. C'est pas toi. Et tu baisses d'un ton. Là, il est là, il s'exprime comme il veut. Bon, de temps en temps, le président le remet à sa place. Mais quand même, cette attitude de se sentir au-dessus des lois et de mépriser le droit, voilà, on en est là aujourd'hui et c'est une bonne partie des policiers. Le verdict sera rendu demain. Est-ce que vous appelez les gens à venir vous soutenir? En fait, ce procès ne concerne pas uniquement la famille d'Amin Bentounsi, mais concerne toutes les violences, toutes les histoires de violences policières. Donc que toutes les familles soient là aujourd'hui à nous soutenir, qu'il y ait des gens qui soient contre l'injustice et qui viennent nous soutenir, parce que peut-être qu'on n'obtiendra pas justice, mais peut-être que ça aura permis de voir les dessous de la police. Et peut-être que dans quelques années, peut-être qu'il y aura un policier qui va être condamné à du ferme, mais voilà. Justement, le procureur disait à Damien Saboudjian, vous êtes, et à Ghislain Boursier, le policier qui a menti, vous êtes la honte de la République, vous êtes la honte de la police. Est-ce que là, vous avez eu l'impression qu'il était soutenu par la police? Est-ce qu'il y avait... Non, là, bien évidemment que non, puisque ce sont des magistrats qui s'expriment, qui donnent leur avis. Et donc forcément, que ce soit relevé à ce moment-là, c'est très bien, parce que nous, c'est des choses qu'on dit depuis 5 ans. Il y en a d'autres qui le disent, ça fait 10 ans, il y en a d'autres qui le disent, ça fait 30 ans. Bon, très bien. Donc que là, ce soit un magistrat qui soit sensible à ce que nous, on a pu dire, mais que ça ressorte publiquement dans les débats publics, c'est très intéressant. Et c'est aussi très intéressant que les journalistes l'entendent, puisque le travail, n'oublions pas, le travail qu'on fait aussi, nous, familles de victimes, depuis 5 ans avec le collectif, c'est aussi de rétablir la vérité et la non-criminalisation de nos frères qui sont morts entre les mains de la police. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Donc c'est aussi un message adressé à l'ensemble de la population, de se dire que oui, c'est pas normal que ces policiers soient soutenus par la hiérarchie, et que le président ou le procureur le note. C'est très bien, et c'est aussi très bien pour les journalistes, parce que ça leur permet d'avoir un autre aperçu de ce qui peut se passer au sein même de la police. Dernière question pour ma part, après on arrête de t'embêter Amal. Il y a aussi, dans les écoutes, on a aussi entendu, enfin en tout cas le président a lu ces passages, le policier avoir une conversation avec des propos racistes avec l'un de ses collègues, où en gros il racontait, donc ils ont vendu une voiture, il a vu 2 Arabes conduire la voiture après la vente, et un collègue lui dit si on avait su, on aurait mis une bombe dedans. Et dans un autre passage, on entend aussi qu'à 2 reprises, le policier Saboudjian, donc celui qui a tué votre frère, qualifie Amin Bentounsi de grosse merde. Et quand votre avocate lui demande de se justifier, il dit moi c'est la sœur, elle m'a insulté sur internet, donc je l'insulte. Quand on manque de respect, je manque de respect. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? À la limite, ça me fait... je vais pas dire que ça me fait pas mal, mais ce mec-là, on se demande pourquoi il est policier d'ailleurs. On se demande pourquoi il est policier. Il est plutôt dangereux pour lui, pour la société, pour tout le monde. Et en tous les cas, il est dangereux. C'est un mec qui a rien à faire dans la police. Il n'a aucune maturité, aucune empathie, ne se remet jamais en question. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les ordres, n'accepte pas l'autorité, donc n'accepte pas les règles. Donc, comment voulez-vous qu'il respecte les règles quand il se comporte comme ça? C'est-à-dire qu'au moment où mon frère, soi-disant, il était de face, ça j'en doute, puisque plusieurs témoins diront qu'il était de dos, je pense qu'il n'a pas respecté la règle, tout simplement, comme son caractère le confirme à la barre. Je pense que c'est plutôt ça. Dernière question, si demain le verdict est négatif pour vous, donc si le policier responsable de la mort de votre frère n'est pas condamné, qu'allez-vous faire? Il faudra continuer à se battre.
tout simplement, rien lâcher. Ne rien lâcher. Donc ça sera à la cour de casse. Ça sera la cour de casse, et parce que si on lâche, ça veut dire que ce combat-là, ça a été pour rien. Et c'est aussi un message d'espoir pour d'autres. Peut-être qu'il ne sera pas condamné cette fois-ci. Peut-être que si on se bat encore plus, avec encore plus de monde dans quelques temps, il faudra continuer. Parce que, voilà. Et il y a l'observatoire, il y a l'Observatoire national des violences policières qui va être mis en place à partir du mois de mars, à partir du 15 mars. C'est une plateforme qui va servir aussi à tous les militants qui nous soutiennent d'intervenir, de donner, de connaître ses droits, de recenser, d'avoir une cartographie précise de tous ces crimes policiers qui peuvent exister en France, des contrôles aux faciès, des violences policières. Aujourd'hui, j'ai été très touchée parce que j'ai vu un monsieur, comment il s'appelle Alors c'est Massonneau qui il a 80 ans et voilà. il se bat toujours pour la vérité, voilà, pour la mort de il vient son... nous soutenir parce que ça fait 10 ans que son fils a été tué. Et il se bat pour connaître la vérité et la justice. Et il est venu nous soutenir, donc vraiment ça nous fait chaud au cœur. Parce que son affaire, on l'a suivi aussi, parce qu'on s'y est intéressé avec les autres familles, avec Farid. Et du coup, c'est très intéressant. Et lui, c'est quelqu'un qui nous dit de lui-même, on n'a pas le même faciès, c'est sûr. Mais mon fils, il a été tué et je me bats. Et donc voilà. Donc, voilà, ça m'a fait chaud au cœur ce matin de le voir et de venir. Et donc voilà, avec toutes les autres familles qui sont venues aujourd'hui. Et avec toutes les autres familles, justement, vous avez décidé de vous réunir le 19 mars, il me semble. Alors le 19 mars, on appelle une marche pour la vie. Farid, donc votre nom c'est Farid El Yamini. El Yamini. Vous êtes venu témoigner aussi en faveur d'Amine, enfin c'était pas en faveur, Ni en pourquoi faveur, vous ni êtes en venu en défaveur, fait. mais Voilà, pour pourquoi dire vous êtes notre venu vérité en fait. là-bas. Je suis vraiment pas venu pour un truc de propagande, mais ce qu'on fait depuis 5 ans en fait, c'est pour dire en fait que toutes les familles, en fait, c'est les seules qui disent que la vérité, qui veulent la vérité en fait finalement. Et depuis 5 ans... Voilà, parce que vous avez perdu votre frère il y a perdu 5 mon ans, frère, c'est ça. Suite Voilà, à une si vous arrestation pouvez nous en- policière le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. D'accord. Et depuis, en fait, je vois plein d'affaires et je m'aperçois qu'en fait, que l'histoire de mon frère est similaire à beaucoup d'autres. Alors parfois, les puzzles sont un petit peu différents, mais c'est un même processus qui, à la fin, mène à ce que la vérité ne soit pas faite, malgré des témoins, malgré des fractures, malgré des preuves totalement accablantes. Et c'était, voilà, je suis venu pour... on m'a demandé de témoigner, en fait, à la fois de ce que j'ai vécu et aussi de ce que je côtoie depuis un certain temps. Et encore une fois, je tiens à le dire, mais c'est simplement la vérité qu'on dit, rien de plus. On veut que la vérité. Et donc, si j'ai bien compris, on se dirige vers un non-lieu dans l'affaire. Alors nous, dans notre c'est ça affaire, en fait, ils ont voulu nous mettre des bâtons dans les roues dès le début en nous disant, d'une part, il y a eu peut-être un petit pliage, donc ils ont vu une excroissance osseuse, mais ils n'ont pas vu de fracture, donc on avait demandé une contre-autopsie. Contre-autopsie, on nous dit qu'il avait un problème cardiaque. En fait, finalement, on va voir un expert cardiologue qui nous dit non, totalement normal. Puis après, on nous a dit qu'il avait un problème de drogue. On va voir un expert toxicologue qui nous dit qu'il était en dessous du seuil de positivité, donc et qui est lui-même presque 100 fois inférieur au seuil de létalité. Donc à un moment donné, on s'est dit, à un moment donné, vous allez peut-être nous dire la vérité médicale. Et le nouveau juge d'instruction a dit, c'est bon, il y a eu assez d'expertise, donc on va pas en faire d'autres. Comme si c'était notre faute, en fait, qu'ils avaient menti, qu'ils avaient fait n'importe quoi. Donc nos avocats ont saisi la chambre d'instruction pour demander, en fait, que simplement que la vérité médicale soit faite sur la mort de mon frère. Et le rendu sera le 4 avril. Nous, comme a dit Amel, comme a dit d'autres familles et tout ça, on continuera, quoi qu'il se passe, on continuera et pour simplement faire valoir nos droits, en fait. Simplement faire valoir nos droits et faire valoir d'une certaine manière ce qui nous semble juste, c'est notre devoir maintenant, c'est notre devoir. En quoi le procès qui se tient depuis ce lundi est important? Attendez 2 minutes. Monsieur Massonneau. Monsieur Massonneau. Venez après, pardon. Donc en quoi il est important? En quoi il est important? Parce que... oui, après. Après. Donc il est important parce que d'une part, nous lorsque l'on parle, en fait, on a notre expérience, on voit
l'instruction judiciaire, vous allez peut-être dire la même chose, on voit les éléments judiciaires et on voit la vérité en fait. Et là on est dans un autre monde, on est dans un monde que les autres ne voient pas. Et dans un procès comme ça, ces éléments-là ressortent. Ces éléments-là ressortent une fois, deux fois, trois fois. Si bien qu'à bout d'un moment donné, en fait, les gens s'aperçoivent, et c'est ça un petit peu, les gens s'aperçoivent que ce qu'on dit en fait, on n'est pas des fous quoi, qu'on dit des choses vraies quoi, des choses qui sont cohérentes, construites et tout ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné on peut suivre l'information dans des médias qui vous donneront, qui chercheront à criminaliser, à faire en sorte d'une certaine manière à avoir vos pulsions destructrices et à justifier d'une certaine manière le sentiment de vengeance et de chantage. Mais là on est sur le rationnel en fait, là on a les faits, on a les paroles en direct. Et à un moment donné, c'est si c'est important, notamment les éléments judiciaires et les procès, c'est parce que là, on se fait sa propre idée. On se fait sa propre idée. Et moi, c'est ce que ça m'a apporté, tous ces éléments-là. Et aussi pour les personnes, les journalistes, les personnes qui viennent suivre et qui souhaitent comprendre. Si vous souhaitez comprendre, venez. Et venez écouter. Merci. Monsieur Massonneau, ça vous pardon. ennuie parce que j'ai peur, parce que ça va être plein et je me... Non, vous inquiétez pas, je vous ferai rentrer. Bon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Monsieur Massonneau, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Donc si vous pouvez nous raconter votre histoire à vous. Donc vous avez 80 ans, vous êtes le papa de... Oui. Voilà, merci. J'ai effectivement 80 ans et ça va faire 10 ans dans quelques mois que je me bats parce que mon fils a été abattu comme une bête par un policier de Poitiers. Et que depuis je me bats contre les institutions de mon pays, que j'ai toujours respectées, qui sont la police dans un premier temps et la justice ensuite. Et ce procès est pour moi une accumulation de choses absolument inacceptables. Ainsi, par exemple, l'enquête menée contre le policier qui a tué mon fils a été menée par des copains directs de lui qui travaillent dans le même bureau. Ce qui fait qu'effectivement, cette enquête est une enquête à charge contre mon fils et non pas à charge et à décharge contre le policier meurtrier. L'instruction qui s'en est suivie n'a fait que reprendre les déclarations qui avaient été reçues lors de l'enquête, ce qui fait que effectivement on retrouve encore une instruction à charge contre mon fils. Et si vous pouvez juste nous un peu rappeler les faits avec ceux qui ne connaissent pas l'affaire. En fait, c'est le week-end du 15 août 2007 où mon fils est chez lui tranquillement avec ses enfants et une de ses amies passe et déclenche une énième dispute. Il a trop bu ce soir, c'est vrai, et il s'emporte. Il malmène sa copine et la met à la porte et en même temps envoie des objets à travers les pièces et ces objets tombent dans la rue. La copine sort dans la rue en disant il est complètement fou, il va tuer ses enfants et les voisins appellent la police. La police vient 20 minutes après, 1, 2, 4, 6, 10, 12 policiers arrivent et commence effectivement une espèce d'entretien avec lui qui est chez lui au premier étage avec ses enfants, je l'ai dit, et il y a des invectives, des menaces qui sont prononcées des deux côtés. Bien sûr, il est tutoyé d'emblée, bien sûr, tu vas voir, tu vas manger chaud, connard, tu vas voir, etc. Lui, un bon flic, c'est un flic mort, et tout ça, effectivement, voilà les propos qui sont arrêtés. Voyant qu'il est complètement cerné par ces 12 policiers, il monte chez la voisine du dessus, et de chez la voisine du dessus, il part à Vastistas, il gagne les fêtières du quartier. Et de fêtière en fêtière, il se retrouve dans une petite cour de l'autre côté du pâté de maison. Et là, il attend et rapidement, les policiers le découvrent parce que dans ses pérégrinations, il a déclenché une alarme et que les policiers l'ont effectivement cerné. Ils arrivent, ils se font ouvrir la porte par le locataire et un policier le découvre blotti dans un coin par terre et il est comme assoupi. Donc, si vous voulez, a priori, pas
pas provocateur, pas agressif. Le policier l'éclaire pendant 5 à 10 secondes, il réagit pas. Donc, il crie, il sort de là, et effectivement, il sort de là. Et il s'en va vers le policier en levant les bras. Et quand il arrive auprès de ce policier, le policier lui envoie une manchette, c'est un balèze de 120 kg, il lui envoie une manchette comme ça, et effectivement, ça le décale. À ce moment-là, le flic qui est le meneur de la bande, si je puis dire, enfin le responsable, qui est officier de quart de nuit, et qui n'a pas le titre d'ailleurs, qui n'a pas le grade pour le faire, s'approche de lui et à 2,30 m vise un carré au niveau du plexus et tire. Effectivement, il l'abat mortellement parce que la balle a transfixé la aorte abdominale. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ça fera 10 ans. 10 ans. Et il y a eu un procès, il n'y a pas eu de procès. Il y a un procès qui dure depuis 10 ans. Ah, d'accord. Et avec des non-lieux. Prononcés d'emblée en fin d'instruction, puis devant la chambre de l'instruction, puis par après des demandes d'actes complémentaires, donc 3 non-lieux successifs, dans lesquels toujours c'est la légitime défense. La légitime défense, on est allé l'attaquer et en cassation, la légitime défense a été éliminée. Mais votre fils n'était pas du tout... votre fils n'était pas armé. Mon fils n'avait blessé personne, il n'avait tué personne, et il n'avait strictement aucun objet sur lui qui ait pu être confondu avec une arme quelconque. Donc, pas de problème. Et donc, la cassation a éliminé la légitime défense. Par contre, l'homicide volontaire qui avait été reconnu par la chambre d'instruction de Poitiers a été requalifié par la chambre de l'instruction de Bordeaux, devant laquelle on a été envoyé par la cassation, en blessure volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de le blesser. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Vous vous dites la justice est mal faite dans ce pays. Alors, vous dites vous dites quoi? Je dis que ce procès a été mal mené, enfin mené de façon, je dirais, anormale par et la police et par la justice. La police au niveau de l'enquête, manifestement partisane, et par la justice qui était menée par un juge d'instruction qui m'a reçu dans son bureau décoré de photos de policiers, de décorations de policiers, dont on peut douter quand même de la partialité. Donc voilà, ça je dis ça. Et quand je regarde le dossier, ce dossier, il n'y a pratiquement que des témoins policiers qui effectivement, pour moi, ont fait des déclarations mensongères parce qu'un même policier dit des choses différentes d'une audition à l'autre et les policiers entre eux disent des choses également différentes. Mais donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a un effet de corporatisme un peu. C'est ça? Dans les policiers, ça me paraît absolument évident. Et pour la justice, je dirais qu'elle n'a fait qu'entériner ce qu'ont dit les policiers. Voilà, en gros, ce que je pense. Et qu'est-ce que vous inspire les dernières affaires de crimes policiers? L'affaire de Théo, l'affaire d'Adama Traoré, c'est des choses que vous suivez de près L'affaire de Théo, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, si vous voulez. C'est impensable qu'un type puisse effectivement introduire un objet en les circonstances, ça matraque, dans le rectum de quelqu'un. C'est impensable, si vous voulez. Et il y a une démarche humiliante, une démarche traumatisante et une démarche, je dirais, perverse d'un point de vue sexuel. C'est inqualifiable. Et pourtant, est-ce que vous pensez que les policiers vont être condamnés pour l'affaire de Théo? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être condamnés pour l'affaire d'Adama Traoré? C'est en fait quoi votre sentiment, vous qui avez vécu ça quand même pendant 10 ans? Je serais outré si le policier qui a introduit sa matraque dans l'anus de Théo puisse être renvoyé avec un non-lieu. Outré. Mais est-ce que cela vous surprendrait ou pas? Alors là, je n'ose pas dire, parce que si vous voulez, si je dis que ça ne me surprendrait pas,
je passerai pour quelqu'un de parti pris, si vous voulez. Donc, comme je veux rester assez neutre et factuel, si vous voulez, j'attends d'avoir les résultats. Mais je dis sincèrement que s'il y avait un non-lieu, je serais outré. Oui. Donc, est-ce que vous pensez, ce que vous avez dit, il y a des liens entre la justice et la police, ou est-ce que vous pensez que chaque affaire est différente? Alors, voilà. je pense, je n'ose pas dire, parce que vous voulez me faire dire ce que je ne veux pas dire, mais non, ceci étant, c'est vraiment pas mon genre. Je dirais que le corporatisme et la connivence entre les policiers me paraît flagrante. Quant à la collusion entre la police et la justice, là, je n'ose pas en parler. D'accord. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre et peut-être à tout à l'heure. Ouais. Allez, merci monsieur. Merci. Je vais voir. Oui, là on a le temps encore, vous inquiétez pas. Oui,